Parler avec Hugo de l'épigénétique. Et donc, moi, je suis pour ma part donc, psychiatre au centre référent maladies rares à expression psychiatrique donc, dans l'hôpital Sainte-Anne qui est situé à Paris dans le 14e arrondissement. Et Hugo est à Lyon. Hugo, peut-être je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis docteur Hugo Turbet. Moi, je travaille à Lyon dans un service de psychiatrie, enfin des pathologies psychiatriques résistantes, mais j'ai eu l'occasion et la chance de faire mon travail de thèse d'exercice en médecine sous la direction du professeur Caroline Demilly. Et c'est comme ça que j'arrive sur ce sujet-là aujourd'hui. Alors, je commencerai juste par mettre un petit... ça passe vite. Voilà, un petit focus sur notre centre référent maladies rares à l'hôpital Sainte-Anne, parce que vous connaissez bien l'équipe de Génopsy de Lyon depuis des années, mais le CRMR l'hôpital Sainte-Anne existe maintenant depuis 2018 et implique de nombreux professionnels, le professeur Krebs, et puis deux nouveaux médecins qui nous rejoignent, Dr Tanguy et Dr Bonnard. On a également des neuropsychologues, une psychologue dédiée à la prise en charge des familles, et on démarre cette année un programme d'éducation thérapeutique avec Evandelia Valadier qui anime des groupes en parallèle aujourd'hui. Et depuis une semaine, on a également une assistante sociale qui peut aussi répondre aux questions des familles. Alors, on a la possibilité d'initier des suivis pour des patients porteurs d'anomalies génétiques, y compris les patients avec des lésions 22q11. Oui. Aujourd'hui, on est dans des délais de consultation d'environ 1 mois, mais on a aussi des possibilités de téléconsultation pour les patients qui sont un peu loin, notamment avec ces histoires de crise sanitaire. L'approche est évidemment intégrative, une approche aussi de diffusion des connaissances. Donc aujourd'hui, on participe à cette mission-là en participant au Symbiosium. Et puis, on participe aussi à des programmes de recherche. Donc, je vais vous présenter quelques éléments de ces programmes de recherche. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces questions de recherche? Eh bien, parce qu'en fait, quand on reprend les données, par exemple, que présentait Maud Schneider ce matin, on a l'apparition de troubles psychotiques dans environ 40% des cas au cours de la vie chez les porteurs d'une délétion 22q11. Mais ce qui veut dire que ce ne sont pas tous les porteurs de l'anomalie génétique qui développeront un trouble psychotique. Et ces troubles psychotiques vont varier de la schizophrénie à des troubles psychotiques brefs, des symptômes psychotiques temporaires, etc., etc. Donc, on a réellement aujourd'hui une panoplie de symptômes, et en tout cas, tout le monde n'est pas actif de la même façon dans sa maladie. Il n'y a pas de corrélation génotype-phénotype parfaite, et c'est ce qu'on appelle en médecine la pénétrance incomplète. Je reprends ici les mots qu'on avait eus il y a 1 an lors de la journée 22Q11 qu'avait organisée Génération 22 à Paris. Un diagnostic n'est pas un pronostic. Ce n'est pas parce qu'on a une anomalie génétique qu'on a forcément un devenir certain. Et puis, des individus porteurs de la même délétion, même quand c'est la même délétion, peuvent avoir des pronostics différents. Et il y a cette étude qui est déjà ancienne, qui est de 2002, il y a des cas de patients qui ont exactement la même délétion, puisqu'ils sont jumeaux avec la même délétion, et ils n'ont pas pour autant la même anomalie génétique. Ils n'ont pas pour autant la même présentation des symptômes. Alors, ça ouvre la porte à l'épigénétique. Et qu'est-ce que c'est que l'épigénétique? Ça regroupe plusieurs mécanismes. En épigénétique, donc, il faut imaginer que l'ADN est enroulé sous forme de chromosomes, et quand on tire sur la bobine d'ADN, ça fait à peu près 2 mètres de long l'ADN dans chaque cellule, l'ADN va être enroulé autour d'histones, et puis au niveau de l'ADN, donc les histones peuvent être modifiées, et ça peut réguler le fonctionnement de l'ADN, ou l'expression de l'ADN, et puis quand on tire, on va arriver jusqu'à voir juste un seul brin d'ADN, et à ce moment-là, il y a de la méthylation à certains endroits de l'ADN. Et en plus de cela, il y a des ARN non codants qui viennent réguler l'expression de tout ça. Je vais reprendre les choses en détail, mais au final, l'ADN, il est fixe, il ne bouge pas au cours de la vie, ou très peu, et puis on ne va pas forcément toujours exprimer les gènes correspondants. C'est comme si vous aviez la partition de musique qui est l'ADN, et puis vous allez jouer ou pas, appuyer plus ou moins fort sur les touches du piano, et donc ça c'est l'expression des gènes. Donc c'est pas parce qu'on a l'ADN qu'on a forcément l'expression correspondante. Et on pense que c'est là-dedans que se joue la différence d'expression clinique, en tout cas de présentation des patients.
Alors, une première étude de 2015 qui portait sur des patients avec délétion 22q11 qui ont des troubles psychotiques et des patients 22q11 qui n'ont pas de troubles psychotiques. Et ses collègues en 2015 trouvaient qu'il y avait des différences d'expression des gènes. Donc des différences en fait sur la partie finale, ici sur ce que je vous ai représenté en vert en bas à droite, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins des gènes qui sont plus ou moins fortement exprimés, alors que tous les patients sont porteurs d'une délétion 22q11. Ils trouvaient que ces gènes-là étaient surreprésentés, par exemple, dans la question de l'impact avec les mitochondries, donc de la régulation de l'énergie cellulaire. Et je vais laisser la parole à Hugo pour commenter sa diapositive. Et du coup, je vais vous parler rapidement de mon travail de thèse, justement, qui s'intègre complètement dans ce que vient de dire Boris. En fait, ce qu'on avait fait, c'était qu'on s'était basé sur une fratrie de vrais jumeaux, donc de jumeaux monozygotes, qui théoriquement ont donc le même patrimoine génétique et qui étaient tous les deux porteurs d'un syndrome 22q11. On a pu prouver donc par des analyses qu'au niveau purement de la délétion, ils avaient exactement la même, donc a priori ce qu'on appelle la génomique constitutionnelle, ils avaient exactement le même type de patrimoine. Pour autant, ils avaient tous les deux une expression justement de leur 22q11 qui était tout à fait différente dans la mesure où l'un des deux avait développé une atteinte cardiaque et un trouble schizophrénique, alors que son jumeau était entre guillemets sain de ce point de vue-là. Et ce qui semblait en tout cas relever, si on s'intéressait à ce qu'on appelle la transcriptomie, donc plus le produit de ce que disait Boris de l'épigénétique, donc de la régulation différentielle des gènes, on trouvait que justement celui des deux jumeaux qui présentait ce syndrome psychotique, lui avait des marqueurs qui pouvaient suggérer que ça découlait d'une agression environnementale et en particulier de ce qu'on appelle d'un stress oxydatif et donc potentiellement d'une inflammation plus marquée chez lui. Voilà. Alors, d'où peuvent venir ces différences d'expression de gènes alors qu'on a la même particularité génétique, on a la même délétion, mais on a l'expression des gènes qui est différente? Eh bien, très probablement, ça vient de modification de la méthylation de l'ADN, puisque un ADN qui est non méthylé, qui est un ADN qui se présente comme sur la partie gauche, il va y avoir une expression du gène. Le gène va permettre de fabriquer des protéines. Et quand il y a un rajoutement d'un groupe méthyle, donc un groupe chimique méthyle, à ce moment-là, il y a peu d'expression du gène en regard. Et ça, c'est très lié à l'environnement, à l'usage de drogue, par exemple, mais ça ne concerne pas tellement les 22q11, parce que les patients avec 22q11 consomment généralement assez peu de drogue. Mais par contre, ça a un lien aussi avec le stress environnemental, le stress psychosocial. Et donc, on pense que l'environnement vient réguler la méthylation et donc modifier l'expression des gènes et donc finalement le comportement de la personne. Alors aujourd'hui, on sait explorer de manière massive la méthylation de l'ADN. Pour vous donner, je vous ai mis deux exemples ici. Il y a des puces de méthylation qui explorent à peu près aujourd'hui 800 000 marques de méthylation à travers le génome. Et puis même des techniques de séquençage qui permettent d'explorer 2 à 3 millions de marques sur le génome. Et donc, il faut imaginer que ce sont des grandes données. Donc on explore tous les gènes d'un seul coup de l'ensemble d'un individu. Alors, dans un premier temps, on a fait une étude chez les souris où il se trouve que les souris peuvent avoir non pas une délétion 22q11, mais quelque chose qui s'approche de ça, qui est une atteinte du chromosome 16, où il peut y avoir une liste de gènes qui sont délétés aussi chez la souris. Donc, du coup, on a ce modèle-là. Donc, on a comparé des souris wild type, les souris, on va dire sauvages sans cette délétion, et des souris qui sont porteurs d'un équivalent de la délétion 22q11, qu'on a stressé ou qu'on a laissé sans stress. Et pour les stresser, on les a mis, ces souris, sur une plateforme instable pendant 30 minutes à 1 mètre du sol, ce qui est quelque chose d'assez stressant pour la souris. Et donc, on voit bien que les souris qui sont stressées sur le diagramme à gauche, celles qui sont en bleu, elles sécrètent beaucoup plus de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, on a un modèle d'interaction entre l'équivalent de la délétion 22q11 et le stress chez la souris. Et on a pris le cerveau de ces animaux et on a regardé au niveau du cortex préfrontal, qui est la partie à l'avant du cerveau de la souris, quel était le niveau de méthylation de l'ADN sur à peu près plus d'1 million de marques à travers le génome. Alors, il y a plusieurs cas de figure. On a étudié l'effet du stress chez les souris de manière générale, l'effet du stress chez les souris avec l'équivalent de la délétion 22q11, l'effet de la délétion chez les souris stressées, l'effet de la délétion chez les souris non stressées, etc. Puis on a regardé les interactions. Le message intéressant, il est que quand vous regardez en haut, un peu en haut à droite, là, la partie qui est codée en rouge, vous voyez que l'interaction entre l'effet du stress et de la délétion
Pour la moitié des résultats, c'est expliqué par d'autres anomalies, c'est-à-dire que c'est soit le stress, soit la délétion qui explique la modification dans le milieu d'interaction, soit des choses nouvelles qui apparaissent. C'est-à-dire que la délétion joue un rôle dans la méthylation en elle-même, le stress joue un rôle, mais la combinaison du stress dans la délétion joue un rôle qui, pour la moitié des cas, n'est pas du tout expliqué par le reste. Et ces gènes-là, sur la partie droite, avec l'espèce de cluster, avec tous les noms bizarroïdes, vous voyez qu'en fait, vous avez un effet de l'interaction stress qui est sur la dynamique cellulaire, comment les cellules se développent. Donc, en fait, le neurodéveloppement. Et puis, on voit que chez les souris qui sont porteurs de l'anomalie qui ressemble au 22q11, quand elles sont stressées, elles ont aussi une modification de la méthylation dans des gènes qui vont servir à la progression des axones. Donc, il y a un lien très clair entre le stress, la délétion et le neurodéveloppement, en tout cas d'un point de vue de la méthylation de l'ADN. Alors, on a poursuivi ça en analysant l'ADN de 14 patients, dont la moitié présentent des troubles psychotiques. Et ça, on a écouté les patients à l'hôpital Sainte-Anne. Et ça, je remercie vraiment les familles et les patients qui ont participé à l'étude. On est en train d'analyser les résultats. Donc, si vous voulez des résultats vraiment définitifs, il faudra me réinviter et j'interviendrai avec plaisir. Et puis, on est en train de faire une autre chose, c'est qu'on va un peu plus loin, on étudie en même temps l'expression des micro-ARN. Ça, c'est la deuxième marque épigénétique qu'on sait bien étudier. C'est qu'en fait, dans la délétion 22q11, vous avez tout un tas de gènes qui sont emportés par cette délétion, hein, ProDH, COMT, donc des gènes qui vont interagir avec la régulation du neurotransmetteur. Et puis, vous avez un fameux gène qui est DGCR8 ici, et qui va lui modifier l'expression des micro-ARN. Et donc, il va empêcher les micro-ARN de devenir matures. Or, les micro-ARN, à quoi ils servent? Ils servent, en fait, une fois que vous avez ce micro-ARN qui est exprimé, il va venir bloquer l'expression du gène, d'un autre gène ailleurs dans le génome, et dégrader ce qu'on appelle l'ARN messager. Donc, en fait, c'est encore un niveau de complexité supplémentaire. Non seulement la méthylation de l'ADN vient modifier l'expression du gène, mais en plus, il y a d'autres petits bouts d'ADN qui s'expriment comme des micro-ARN qui viennent à leur tour supprimer l'ARN messager, donc l'expression du gène qui a été fabriqué. Donc du coup, ça met une couche de complexité supplémentaire, et c'est ça qu'on essaie de comprendre aujourd'hui. Donc des grandes données, des données intégratives, et en même temps des données longitudinales. Il faut comprendre que tout ça, alors, un petit problème de passer la diapo. Il reste 5 minutes. Oui, mais j'aurais fini dans les temps. Donc, si vous vous souvenez bien du schéma de Maud Schneider ce matin, il y a la trouble psychotique, ils n'apparaissent pas d'un seul coup, mais ils apparaissent de manière progressive dans le temps. Et donc, il y a des sujets qui vont être qualifiés d'à risque, des sujets qui vont avoir un premier épisode psychotique, des sujets qui vont développer une forme chronique. Et donc, il y a une progression au cours du temps. Cette progression au cours du temps, on l'a étudiée, alors pas chez des patients avec des lésions 22q11, on l'a étudiée chez des sujets à risque d'évoluer vers la schizophrénie. Et on a fait à peu près la même étude que ce que je vous ai présenté. On a été en mesure de trouver des modifications de méthylation de l'ADN dans des gènes qui sont impliqués comme dans la guidance des axones pour les neurones, dans l'inflammation, dans le système redox, etc. Donc on a espoir comme ça de trouver des marques épigénétiques qui se modifient au cours du temps et qui pourraient servir de marqueurs pour comprendre quels sont les individus qui évoluent vers la psychose, et en même temps peut-être de développer de nouvelles pistes thérapeutiques. Je finis en disant, voilà, les promesses de l'épigénétique, ça permettrait peut-être d'expliquer ce qu'on appelle la pénétrance incomplète, pourquoi certains patients développent les troubles psychotiques, pourquoi certains autres non, et pouvoir du coup cibler les patients qui risquent de développer un trouble et de pouvoir intervenir rapidement chez eux. Ça explique aussi pourquoi l'apparition de la maladie est retardée. Par exemple, l'hyperactivité, ça commence dans l'enfance, les traits d'autisme, ça commence dans l'enfance, mais la schizophrénie, c'est à l'âge adolescent, jeune adulte. Peut-être ça peut ouvrir des pistes de traitement, mais je rappelle quand même aux familles qu'ici, il s'agit de recherche et que le bénéfice de ces études n'est pas encore démontré. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. La recherche, c'est des interactions dans les deux sens. On vient présenter les travaux, vous nous faites part de vos questions, vous nous tenez aussi au courant de l'actualité scientifique parce que je sais que vous suivez ces questions-là. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait rentrer dans une démarche qui est un petit peu différente aussi. C'est un petit appel du pied pour terminer aux collègues de génération 20, aux familles de génération 22. C'est qu'on devrait rentrer dans la recherche participative, qu'on puisse ensemble co-élaborer des programmes de recherche, co-construire des programmes de recherche entre les familles et les chercheurs et les cliniciens. Ma dernière diapo, c'est pour vous dire que vous pouvez bien sûr nous joindre pour des suivis, pour des questions. On est à votre disposition. Je vous ai mis l'adresse mail de notre centre référent maladies rares et notre numéro de téléphone. Et que j'espère que par le biais des recherches, on arrivera un jour à mieux comprendre ces troubles
et que probablement on essaiera de mieux les traiter. Merci beaucoup. On peut poser des questions? Bien sûr. Merci. Oui. Ouais, pour ne pas nous décourager, j'espère que la méthylation de l'ADN est un processus qui est réversible, qui est dynamique et non pas un interrupteur qui, une fois qu'il a été mis sur on, ne revient plus sur off. Dites-nous. C'est une excellente question, et justement, il y a des médicaments qui modifient la méthylation de l'ADN. Alors, il y a des médicaments qui sont à l'essai dans d'autres maladies. Et puis, l'un des médicaments qui modifie le plus la méthylation de l'ADN de manière globale, c'est par exemple l'acide valproïque, donc la dépakine, dépacote. Donc il y a possiblement aussi par ces traitements-là une façon de remettre à zéro le niveau de méthylation. Ce qui n'est pas forcément toujours bien, parce que c'est bien aussi d'avoir de la méthylation à certains endroits. Donc on aimerait avoir des molécules plus ciblées pour modifier la méthylation de certains gènes et pas d'autres. Donc c'est ça les pistes thérapeutiques que j'évoquais un peu.